Vous êtes prêts? C'est Zygospi. Zygospi, c'est l'émission des enfants de l'hôpital de Nantes. Zygospi. Bonjour à tous. C'est un projet passionnant que vous propose aujourd'hui Zygospi. L'invité des jeunes hospitalisés au CHU de Nantes, Alban Tessier, est malvoyant. En juillet 2018, il projette d'effectuer la traversée du Salar de Uyuni en Bolivie durant 7 jours, 140 km seul, en autonomie complète. Situé au pied de la cordillère des Andes, à 3670 mètres d'altitude, le Salar de Uyuni est le plus vaste désert de sel du monde, avec une superficie de 10 000 mètres carrés. Nous écoutons Alban Tessier, en compagnie de Pascal Dubosc, de l'association Perte de Vue, qui soutient ce beau challenge. Bonjour à tous et merci d'être présents là aujourd'hui pour cette rentrée de Zygospi de l'année 2017-2018. Alors on a l'habitude dans cette émission de recevoir très souvent des voyageurs. Et justement, il y a une carte derrière moi et des gens qui ont fait des assez longs voyages dans le monde. Aujourd'hui, on va évoquer hors antenne, on parlait notamment, c'est Mathéo qui s'est bien intéressé à la Bolivie et on comprendra tout à l'heure pourquoi il en parlait. Alors la différence qu'il y a avec les émissions précédentes, c'est que c'est un futur voyageur qu'on a parmi nous, qui s'appelle Alban Tessier, qui est là, et il va nous expliquer les raisons qui vont le pousser à aller l'été prochain, en 2018, en juillet 2018, en Bolivie, et en compagnie de Pascal Dubosc, qui aussi fait partie d'une association qui soutient le projet d'Alban. Donc je voudrais juste, avant qu'Alban nous parle de ce projet, expliquer qu'il est malvoyant. Et donc, ce qui va rendre ce challenge compliqué, il va nous l'expliquer tout à l'heure. Et Pascal nous évoquera l'association qui soutient ce projet. Alors, on va commencer, c'est moi qui vais poser la première question. Alors, Alban, on va revenir immédiatement comprendre quelle est la maladie dont vous souffrez, cette malvoyance. Alors la maladie en fait dont je suis atteint, c'est une rétinite pigmentaire en fait qui touche donc la rétine. C'est une maladie dégénérative que j'ai donc de naissance en quelque sorte, mais qui s'est déclarée que vers l'âge de 16 ans à peu près et très progressivement. C'est-à-dire que j'ai vu jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais fort myope, mais bon voilà. Et puis avec le temps en fait ma vision s'est dégradée, c'est-à-dire que je voyais de moins en moins, mon champ visuel se rétrécissait. La nuit, dès qu'il commençait à faire un petit peu sombre, en fait, je ne vois plus du tout. Une altération des couleurs, des contrastes, tout un package en fait. Voilà. C'est une maladie dégénérative, c'est donc ça peut mener jusqu'à une cécité totale ? Oui, tout à fait, oui. Alors après, on ne peut pas mesurer l'évolution de la maladie. C'est vrai que moi, si on prend depuis mes 16 ans, en fait, il y a eu des moments plus rapides que d'autres, où ça tombe d'un seul coup, et puis d'autres phases plus longues où là, ça reste assez stable. Alors, vous avez choisi d'enseigner dans un établissement pour malvoyants ici, je crois, à Vertou. Donc, c'est important que vous puissiez, de par cette déficience, pouvoir aussi enseigner à d'autres jeunes ou moins jeunes, peut-être. Un mot peut-être sur l'Institut des Hautes-Thébaudières ? Alors, l'Institut des Hautes-Thébaudières accueille
un public de malvoyants, mais pas que. En tout cas, le spectre est large. On accueille des tout petits jusqu'aux personnes âgées, donc pas forcément sur le site même des Hautes-Baudières, mais c'est assez large l'intervention. Après, moi, j'interviens avec des jeunes sur 2 services, des jeunes de 16 à 20 ans, essentiellement avec déficience visuelle et des troubles, des troubles du spectre de l'autisme. Alors avant qu'on arrive à ce projet de l'an prochain, vous vous déplacez, est-ce que vous pouvez, on va le voir d'ailleurs, que sur le voyage que vous allez faire, vous vous déplacez en une certaine autonomie ou pas? Ça se passe comment? Alors aujourd'hui, moi je me déplace, oui, je suis assez autonome. Alors par contre, j'ai un fil... je suis accompagné, là vous ne le voyez pas, mais à mes pieds, en fait, j'ai une canne blanche. Donc je me déplace avec cet outil essentiellement quand je suis tout seul. Sinon, je peux être accompagné dans des lieux que je connais moins, mais dans les lieux que je connais, en fait, j'ai toujours cet outil-là, en fait, qui vient en fait repérer devant moi les obstacles en fait que je ne vois pas. Donc en fait, je vais buter dans les obstacles, je balaye à peu près de la largeur de mes épaules, et en fait, ça va m'indiquer où sont les obstacles. Donc en permanence, vous êtes obligé de l'utiliser. Voilà, c'est ça, exactement. Enfin, dans les milieux, par exemple au travail, où je connais très bien les lieux, ou chez moi à la maison, c'est vrai que je ne la sors pas, mais autrement, dans la rue, en ville, à Nantes, par exemple, c'est indispensable. Alors avant de revenir vers vous sur ce projet qui va nous intéresser, puisqu'on va le suivre sur Alternante déjà dans la préparation et ensuite en cours, ce sera assez rapide, mais certainement après, je vais poser une question à Pascal sur sa raison de sa présence ici, puis de l'association qui supporte le projet qu'on va évoquer ensuite. Donc moi je m'occupe de l'association À Perte de Vue, qui est une association qui a été créée aux environs du début des années 2000, pour soutenir le projet d'un de nos collègues, Michel, qui a fait le Paris-Dakar en tant que copilote aveugle, avec un pilote voyant, et qui avait ensuite envisagé de partir en autonomie dans un désert. Et le destin ne lui a pas permis, parce qu'il est tombé malade très rapidement et il nous a quittés en 2003. Non, je dis des bêtises, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, 2012. Et donc, lorsqu'Alban a préparé ce projet de partir en autonomie complète dans le désert du Salar en Bolivie, ça s'est fait tout seul. On a automatiquement, on s'est mis en relation et donc on l'aide à concrétiser ce projet. Donc lui, il est la tête et les jambes, voilà. Et nous, on est les petites mains derrière qui allons faire en sorte que tout aille bien. Et puis c'est grâce à Pascal que j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer Alban et d'évoquer aujourd'hui avec vous ce projet. Donc réfléchissez aux questions que vous allez poser. Est-ce que quelqu'un a peut-être envie de poser une première question à Alban avant qu'on vienne sur son projet, peut-être sur sa maladie, pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Non, Mathéo, personne? Si, non? Non. Bon, on va clore donc le chapitre peut-être de la maladie, mais plutôt, même si elle reste liée au projet, puisque tout l'intérêt est là. Alban, définissez donc ce que vous avez décidé de faire. Alors 2 questions. Donc pourquoi déjà de mettre en place ce projet? Et puis deuxième question, ce sera de vous rendre en Bolivie. Alors la Bolivie, c'est ici, c'est en Amérique du Sud, c'est ici, et vous allez nous expliquer pourquoi avoir choisi cette région-là et pourquoi ce challenge, Alban. Alors pourquoi ce challenge? Déjà, c'est la reprise du projet de notre collègue Michel qui voulait traverser le désert tunisien en autonomie complète. C'est vrai que l'idée était de poursuivre son engagement dans le but de sensibiliser au handicap visuel. Après, chacun est singulier. C'est vrai que moi, la Tunisie, ça m'attirait pas particulièrement. Et puis, je me disais, aussi, c'est bien d'apporter sa patte. Et donc, j'ai une amie bolivienne qui m'avait montré, il y a j'allais dire 10 ans, non, il y a une quinzaine d'années, des images de la Bolivie. Et je voyais encore suffisamment à l'époque pour voir ces images magnifiques. Et je m'étais arrêté sur ce Salar, le Salar d'Uyuni, qui est vraiment un endroit, je n'ai pas de mots, mais
ça m'avait tout de suite interloqué. Et quand il s'agit de reprendre le projet, je me suis dit, voilà, c'est là qu'il faut le faire. Et voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement, en fait. Et pas ailleurs. Le Salar d'Uyuni, c'est un désert de sel à 4000 mètres d'altitude, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. C'est le plus grand désert de sel au monde. Il s'étend sur plus de 10 000 km². Et il est à 4000 mètres d'altitude, au pied de la cordillère des Andes. Et voilà, c'est un espace tout plat, du sel à perte de vue. En fait, on ne se retrouve pas entre la vue du ciel. Si vous avez l'occasion d'aller voir des images sur Internet, vous pourrez aller voir. Il y a des gens qui s'amusent bien d'ailleurs avec la vision des perspectives. Mais on est perdu dans un univers immaculé de blanc, quoi. C'est une couche énorme de sel, je crois, qu'il y a. Oui, je ne sais plus l'épaisseur du sel, mais c'est énorme, hein. C'est la plus grande réserve de sel au monde. Je crois qu'il y a, je vais peut-être dire des bêtises, mais, parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais il me semble que c'est 40% de la réserve de sel au monde est concentrée au niveau du Salar d'Uyuni. D'accord. Alors, qui a envie de poser une question? Allez, je fais le tour. Fanny, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut demander à Alban concernant ce voyage? Où je reviens? Où est mort? Non, pas pour l'instant. Allez, les garçons. Oui, Mathéo. C'est une question, mais c'est avant, parce que du coup j'ai eu le temps de réfléchir. C'est au point de vue chez vous, pour l'autonomie, comment vous faites, moi, le premier exemple qui me vient en tête, pour vous servir de l'eau, par exemple. Alors, oui, je reviens vers Alban. Alors en fait, il y a tout un tas de petites techniques qu'on peut apprendre au fil du temps, en fait, pour se servir de l'eau. Alors, faut avoir les mains propres quand même, hein. Je mets mon doigt sur le rebord du verre et en fait, en versant l'eau, en fait, on sent l'eau qui vient toucher le bout du doigt et on sait que c'est plein. Aussi, au niveau du son, on peut le faire assez facilement, mais il ne faut pas se louper, quoi. Facile pour calculer le niveau. Oui, d'autres, Thomas? Non, pas pour l'instant. Réfléchissez. Je ne vais pas être le seul à parler. Merci. Nathan? Non? Non? Si, vous pouvez participer également, hein. Il devait y avoir quelques ratés quand même au début, hein. Des verres d'eau, il y en a dû... Oui, c'est un long apprentissage. Ça peut encore arriver, hein. Ça peut encore arriver. Enfin, des ratés, il y en a tout le temps. Alors, donc vous décidez de partir l'année prochaine. On a dit que ce sera au mois de juillet pour la Bolivie. Alors ça, c'est bien, c'est sur le papier. Comment on commence justement un projet de ce type quand on a décidé de l'époque et du lieu? Alors l'époque, elle ne s'est pas décidée tout de suite. Le lieu, oui, ça m'est venu assez facilement. C'était la première idée. Après, c'était de se dire déjà, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Est-ce que il n'y a pas des choses qui viennent faire que y a des dangers? Donc il y a eu tout un travail de recherche, de recherche alors à différents niveaux. J'ai recherché déjà des personnes qui avaient déjà vécu cette expérience, donc j'ai rencontré différentes personnes. J'ai rencontré un couple de Nantais d'ailleurs qui l'a déjà fait, un Belge qui a fait l'expérience encore là au mois d'octobre, avec des fois des ratés. Mais bon, à chaque fois, ça amène un petit peu d'éléments à la recherche. Et puis après, il y a tout le travail de recherche documentaire pour savoir s'il y a des dangers particuliers, qu'on puisse les éliminer. Alors il y a notamment quelque chose qui est apparu dans mes lectures, c'est que en Bolivie, là-bas, il y a beaucoup de croyances. Et eux, ils disaient, attention, il ne faut pas partir comme ça, on ne peut pas faire une traversée sans risque. Il y a les Ojos del Salar, c'est comme ça qu'ils les appellent, les yeux du Salar. Si on tombe dedans, en fait, on est avalé et on ne réapparaît plus. Donc ils disent, ça peut avaler un bœuf. Ça, c'est la croyance. Après, quand on travaille sur la recherche avec des personnes qui connaissent bien l'environnement du Salar, on finit par éliminer ce problème géologique et on sait qu'il y a une période où le Salar est recouvert d'eau et quand il s'assèche, en fait, effectivement, ça fait des grosses flaques de ce qu'on appelle de saumure. Donc, le sel n'est pas encore durci. Et effectivement, si on marche dessus, on va s'enfoncer, quoi. Mais on ne s'enfonce pas d'un seul coup. C'est-à-dire que ça fait vraiment une flaque. C'est-à-dire le creux est vraiment au centre. Donc, dès qu'on va mettre le pied, la croûte va casser et on va s'enfoncer à peu près jusqu'à la cheville. Et ainsi de suite. Mais bon, après,
Vous avez évoqué tout à l'heure des gens qui avaient traversé, mais c'était des gens non-voyants ou alors des gens qui, eux, avaient toute leur capacité de voir les dangers? Non, effectivement, les personnes que j'ai pu rencontrer jusque-là sont des personnes qui sont bienvoyantes. Il y a pas de, je ne connais pas à ce jour de personnes qui sont déficientes visuelles qui auraient traversé, en tout cas en autonomie, le Salar. Alors, quelqu'un qui n'a pas ces problèmes de vue, il traverse le Salar en combien de temps? Bon, c'est pas, enfin, après le Salar en lui-même, là, enfin, moi, le trajet que je projette de faire, ça fait 140 km. Tout dépend. Un bon marcheur, il peut faire ça assez rapidement. Tout dépend de combien il va faire dans sa journée. Mais il y a des gens qui vont faire 40 km par jour. Ça va assez vite, en fait. Après, il faut voir que les conditions aussi, c'est quand même à 4000 mètres. Donc, on est gêné déjà au niveau respiratoire. On ne respire pas aussi bien. L'environnement est quand même très sec, balayé par des vents qui peuvent être assez forts, surtout la nuit. Et puis les températures sont aussi liées à l'altitude, c'est-à-dire qu'en journée, en plus, le sol est tout blanc, donc il y a une réverbération très importante. Donc on peut avoir un ressenti de 40 degrés, même s'il fait 20 degrés. Hein. Et puis la nuit, ça peut descendre à -20. Donc c'est ce qui fait un petit peu la difficulté du lieu. Donc, ce qui signifie que vous allez également, la nuit, vous allez dormir sur le Salar. Oui, exactement. Ouais. Ouais, alors, pas à même le Salar. Hein. Je serai équipé d'une tente spécifique. Enfin, c'est vraiment du matériel après haute montagne. Hein. Donc, il y a des duvets grand froid qui peuvent résister à des températures de -20, des tentes qui sont étudiées pour l'altitude et puis pour surtout résister au vent. Enfin, tout ça aussi, ça a fait partie de la recherche, c'est-à-dire de savoir quel matériel il fallait, parce que moi, je ne suis pas à la base un aventurier, hein. Je suis plutôt assis dans mon canapé ou à faire un peu de sport, mais en tranquille, quoi. Je faisais du tandem essentiellement, ou autrement de la marche, mais je n'ai jamais fait d'aventure comme ça. Donc voilà. Qui a une question? Là, on imagine bien, il va être que Alban va quand même être tout seul pendant cette traversée avec les difficultés qu'on connaît. Il va devoir aussi dormir sur place, donc je pense que ça éveille plein de curiosité. Qui veut poser une question? Moi, j'ai eu la chance d'y aller à Uyuni, donc en avril. C'était un trek avec des amis où on est parti du Chili, de San Pedro de Atacama, dans le nord du Chili, et on est allé en trek pendant 4 jours. On a été jusqu'à Uyuni. Alors, c'est intéressant parce que là, du coup, ça fait deux récits croisés. Ce sera bien on en reparlera tout à l'heure après parce qu'il peut y avoir justement de communiquer, peut-être pas lui faire peur avant. Je vais aller, Mathéo, une autre question. On y reviendra tout à l'heure. J'ai une deuxième question. Du coup, pour l'orientation en elle-même, comment on peut faire, parce qu'à l'aide d'une boussole, on a besoin d'une vision, mais est-ce qu'on peut avoir une boussole, par exemple, pour les malvoyants? Je pense que j'ai une excellente question, ça justement, de savoir, quand vous allez démarrer, vous partez où, devant, à droite, à gauche? C'est une très très bonne question, parce qu'en fait, c'était surtout le problème en fait, à élucider avant de se dire que c'était réalisable. C'est-à-dire au-delà du fait qu'effectivement, il y a tout un environnement spécifique, mais c'était aussi de se dire comment je vais faire en fait avec ce problème visuel. Donc en fait tout réside autour de ça, c'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure, je sais pas, c'est toi qui évoquais le fait de comment je faisais à la maison. Ouais, donc c'est des petites techniques qu'on apprend. Donc en fait on vient compenser notre situation de handicap avec une technique particulière. Des fois la technique suffit pas, il faut un outil spécifique. On en a parlé tout à l'heure par rapport au déplacement, c'est la canne, donc ça reste un outil de compensation. Et puis après, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire dans ma situation professionnelle, par exemple, je travaille sur un ordinateur. L'ordinateur a ce qu'on appelle un lecteur d'écran qui vocalise ce qu'il y a à l'écran, et ainsi de suite. Là, dans notre situation, par rapport au Salar, il fallait un outil qui puisse me dire, en gros, on va faire simple, à droite, à gauche, et me dire si j'étais sur la bonne... ce qu'on appelle la bonne trace, en fait, la bonne trace GPS. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on repère d'abord le trajet. Et en fait, je vais avoir un outil qui va me permettre de me guider et qui va me dire « Attention, là, tu es trop à droite de la trace ou trop à gauche. » Donc cet outil, c'est une application, en fait, qu'on installe, je ne vais pas faire de publicité, mais sur un smartphone.
Et en fait, le smartphone vient m'indiquer via des oreillettes, en fait, par des sons, si je vais trop à droite, trop à gauche, et ainsi de suite, et qui va marquer les différentes étapes. Et cette application vous permettra aussi de savoir à quel moment, vous allez vous rendre compte à quel moment vous devez peut-être vous arrêter ou comment gérer cette distance. Exactement. Donc on va marquer les différentes étapes et en fait l'application me dira en fait quand j'arriverai au bout de l'étape. Donc c'est on va dire entre guillemets notre premier partenaire, c'est-à-dire qu'on a ciblé d'abord le travail autour de la recherche d'outils. Donc j'en ai testé différents qui étaient plus ou moins efficients, on va dire. Et puis là, on s'est basé sur une entreprise de Lyon. Donc c'est en plus un outil qui est français, ça s'appelle Wizigo. L'entreprise GoSense qui développe cet outil. Et puis j'ai pu travailler avec eux. C'est-à-dire qu'on a fait des tests et puis au fil du temps, avec mes retours, on a pu améliorer le logiciel en se disant attention, là ça va pas, là c'est pas suffisamment précis. Je m'entraîne beaucoup au bord de Loire. Je me suis fait 2-3 petites frayeurs des fois, mais là maintenant, ça y est, ça commence à être plus précis, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Du coup, pour dormir, comment ça va se passer? Alors pour dormir, je le disais tout à l'heure, je vais avoir une tente spécifique pour la haute montagne, donc, qui résiste au vent assez fort, hein, et puis ce qu'on appelle une tente 4 saisons, en fait, qui est prévue pour toute température, et puis après un duvet grand froid qui résiste à des températures de -20. Donc après, il y a tout un équipement spécifique aussi. Oui, on peut en dire un mot. Ouais. Il y a les vêtements aussi, hein, qui sont importants parce qu'il faut pouvoir, dans la journée, enlever des couches, hein, et puis en remettre le soir, puisque la température va tomber dès que le soleil va partir, quoi, hein. Donc tout ça, il faut en prendre, faut en avoir connaissance. C'est prévu sur combien de jours, là, à peu près? 7 jours. 7 jours quand même, oui. Des petites étapes, entre guillemets, de 20 km. Et la nourriture? Alors la nourriture, là j'ai opté moi pour l'option sans réchaud, c'est-à-dire que à manipuler un réchaud c'est pas toujours évident. Aujourd'hui il existe de la nourriture toute prête en sachet avec une capsule qu'on percute et ça chauffe en fait le plat et on peut manger chaud parce que là c'est quand même important à ces températures de pouvoir manger un plat chaud. Je voudrais... Oui, pardon. Fanny. Comment on fait lors des étapes quand on s'arrête pour installer son matériel et pour le ranger une fois et sans prendre trop de temps? Alors, il va falloir s'entraîner à l'utiliser, ce matériel, que je n'ai pas encore d'ailleurs. Mais oui, c'est un entraînement, c'est-à-dire qu'il va falloir que je sache comme on peut faire son lit, c'est-à-dire qu'au départ, on apprend à faire son lit et puis ainsi de suite. Après, on automatise un peu les choses. Là, c'est pareil, il va falloir que j'apprenne à manier mon matériel, à déplier la tente, à la monter, à ranger bien mes affaires, parce que c'est aussi la problématique, c'est-à-dire que quand on ne voit pas, si on n'est pas très pointilleux dans son rangement, on risque de perdre des choses. Ça, ne rien oublier sur place. Voilà, et même certaines choses, même les accrocher, parce que s'ils prennent le vent, comme la toile de la tente par exemple, qui va être pour moi super importante, si je ne l'attache pas et qu'elle part avec le vent, je risque d'être très embêté. Donc on va utiliser tout un système de petits mousquetons, et puis en fait tout ce qui va être, on va dire léger, en fait il va falloir que je l'accroche. Oui, une autre question, oui. Du coup, en cas de problème, il va y avoir quelqu'un quand même qui va venir si jamais vous avez un souci ou de santé ou d'orientation ou. Alors c'est une bonne question. Mon épouse n'était pas trop rassurée quand je lui en ai parlé, donc elle m'a dit t'es sûr? Et donc elle m'a dit ce serait bien que tu te fasses accompagner par un médecin par exemple. Et donc effectivement on a opté pour cette option-là. Donc en fait il y aura ce qu'on appelle l'équipe d'intervention qui sera elle basée plutôt à Uyuni. Donc c'est un local avec un 4x4 et puis un médecin français que je viens de trouver il y a pas très longtemps encore là. Donc l'idée c'est donc grâce aux outils dont je disposerai notamment donc le smartphone qui sera relié aussi à une sorte de box comme vous pouvez avoir chez vous mais pas une box ADSL, une box satellitaire
Je peux soit appeler directement le médecin en disant bon, voilà, là je me sens pas très bien, je sais pas ce que j'ai une douleur, ceci, cela, à ce moment-là pour qu'il puisse intervenir, ou alors carrément déclencher un appel d'urgence, c'est-à-dire juste un bouton à percuter, et puis à ce moment-là, le médecin peut intervenir à peu près dans un délai de 1 heure à 1 heure et demie. Ce qui est quand même assez long, quand même si ça peut être court dans un endroit. À la fois, quand on est ici, quand on appelle les pompiers, ils ne sont pas là dans les 5 minutes, hein, généralement. Donc, il y a peu de risques, en fait. Hein. C'est un environnement qui est tout plat. Normalement, je ne dois pas me casser la jambe. Les seules choses, c'est lié à l'altitude. Hein. Donc, il n'y a pas... On va revenir sur la condition physique. Après, je voudrais revenir... je vais vous demander votre prénom. Lucille. Oui, Lucille, qui a eu l'expérience, elle, bien voyante de la traversée du Salar de Uyuni, de nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé rapidement. Hein. Pas de souci. Alors, donc oui, c'était un voyage d'1 mois que je faisais à la suite de mes études, donc en orthophonie. Et donc je suis partie 1 mois donc, au Chili, dans le nord du Chili, et on est allé dans le cadre du trek de 4 jours jusqu'à Uyuni. Donc là, nous, on n'est pas allé à pied. C'était un trek, on est parti donc de San Pedro de Atacama, un petit village d'où partaient plusieurs excursions. Et donc, on partait en voiture en 4x4. Hein. On était 4, plus un chauffeur, un homme bolivien. Donc, il nous a conduits sur différents sites, dans un parc naturel, en fait. Donc, c'est très encadré, voilà, parce que c'est une réserve. Oui. Ce que vous en retirez de ce trek? Vraiment, Uyuni, c'était absolument incroyable. Honnêtement, le Salar, c'était magique. On s'est levé à 5h du matin le dernier jour pour pouvoir voir le lever du soleil sur Uyuni. Et c'était absolument majestueux. Ouais. Alors, je vais rebondir juste sur ce que disait Lucille, parce que c'est important de dire que Alban ne va pas être seul. Il y a peut-être des risques justement d'être écrasé par un 4x4. Donc, c'est important aussi. Vous ne serez pas seul. Oui, tout à fait. Après, alors, sur le Salar en lui-même, je serai seul. C'est-à-dire que je pars en autonomie complète avec mon sac à dos, mon chariot de trek avec tout l'équipement, la nourriture, l'eau. Mais après, effectivement, il y a une équipe d'intervention en cas de souci. C'est vrai que ça a nécessité un certain repérage, c'est-à-dire sur le Salar, vous avez pu le voir, c'est assez touristique. Donc il y a beaucoup de 4x4 qui roulent pour certains assez vite, parce que c'est tout plat, quoi. Donc en fait, il va falloir s'extraire un petit peu de ces chemins qui sont entre guillemets balisés, mais connus par les agences de tourisme, en fait, hein, parce que ça fonctionne beaucoup comme ça. Donc en être pas trop loin non plus pour pas être complètement isolé, mais pas non plus sur la piste pour se faire écraser, quoi. Et vous n'aurez pas de gyrophare, je suppose. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Cependant, c'est vrai que dans le choix de la tenue, la couleur de la tenue, on marque une importance aussi, parce qu'il faut être vu quand même au cas où. Hein. Là-bas, même si entre guillemets il y a des pistes, on peut en sortir comme on veut. Hein. C'est pas une route en tant que telle comme on a chez nous. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Hein. Donc on va où on veut. Donc il faut être visible, quoi. Donc j'ai opté pour du rouge. Je pense que je serai complètement en rouge pour être bien visible. C'est un peu une crainte qui vous hante, peut-être, justement peut-être plus justement ce risque de la voiture, notamment, plutôt que d'autres soucis. Je ne vais pas dire que ça me hante, mais effectivement il faut y penser. Encore une fois, je crois pas être totalement fou. Du coup, on a essayé de mesurer, en tout cas, la plupart des risques. Ça en fait partie. En attendant, il faut pas le mettre de côté. Et il faut faire en sorte que les choses se passent bien. Alors, Mathéo. Alors, vous avez parlé de logiciels sur un téléphone, d'outils pour compenser votre problème. Mais du coup, ça va faire quand même un certain poids, tous ces équipements. Vous m'avez parlé, je sais plus, une espèce de valise que vous avez traînée derrière. Vous avez une idée du poids à peu près? Voilà, donc c'est pas un voyage très léger. Il y a Pascal nous montre une photo, effectivement, où juste peut-être Pascal. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo pour nos auditeurs, hein? Alors, nous voyons
un homme qui trimballe un chariot. Il a un gros sac à dos. Il a une casquette, une cagoule et un sac qu'il transporte sur une petite, comme une goélette. Oui. La personne qui a sur la photo, en fait, c'est une personne dont j'ai pu avoir le retour d'expérience, qui s'appelle Guillaume Sérac. Là, donc, il est pris en photo sur le Salar d'Uyuni avec le même type d'équipement dont je vais disposer. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé cette personne-là par le fabricant du matériel. Donc ça fait un poids, pour revenir à la question de Mathéo. Pour répondre à Mathéo, le poids, alors on le saura ça forcément quand j'aurai tout le matériel et puis on reprécisera le poids, mais en évaluant à peu près, aujourd'hui, on va être aux alentours de 50-55 kilos, hein, donc c'est quand même assez important. Sachant que l'eau, parce que je suis en autonomie complète, donc en fait, c'est l'eau qui fait la moitié du poids. J'emmène déjà 25 litres d'eau, donc 25 kilos. 25 litres d'eau, c'est suffisant pour cette traversée, on va dire. C'est ce qu'on se fixe, ça fait à peu près 3 litres d'eau par jour. C'est une quantité déjà importante. Hein. Ici, quand on est dans de conditions classiques, on va boire à peu près 1,5 litre par jour. Là, il y a quand même un effort, il y a de la réverbération, donc on est sur 3 litres. J'en ai pas besoin pour mon alimentation puisque c'est déjà en sachet, c'est déjà tout prêt. Je n'ai pas à réhydrater en fait. Donc normalement, 3 litres, ça doit aller avec une toute petite marge. Mais c'est une part importante. Après, le reste du poids, c'est le matériel, c'est la tente, c'est les outils spécifiques électroniques, les batteries, les panneaux solaires, et ainsi de suite. Par contre, je n'aurai pas tout sur le dos. Hein. Alors là, pas de matériel cinéma ni photographique, justement. Ça va être... on ne va pas pouvoir, vous voir en traversée. On va essayer, mais par contre, je ne suis pas le plus à même de faire de belles images. Donc, je réfléchis à différents outils. C'est vrai que la personne, pareil, dans les retours d'expérience, j'ai suivi un aventurier belge, d'ailleurs, qui a été l'aventurier de l'année, l'aventurier européen de l'année, là, Louis-Philippe Long, qui est, lui, en fait, il a utilisé une petite boule qui prend des photos à 360 degrés. Donc ça peut être simplement au bout d'une perche, comme une perche à selfie. Hein. On se la place au-dessus. En fait, ça prend une photo à 360, ce qui fait des clichés assez sympas quand on regarde. Je voyais tout à l'heure que vous aviez une tablette. Ça peut être juste en déplaçant la tablette comme ça autour, on a l'impression d'être immergé dans le lieu. Ça peut être quelque chose comme ça. Après, de là, faire des vidéos, je pense pas. N'exagérons pas. Oui, ça peut être une GoPro. Après, il faudra trouver l'emplacement pour bien la placer et que le cadrage soit pas mauvais. Enfin, il faut y réfléchir. En tout cas, je pense que je vais essayer de rechercher quelqu'un pour me conseiller en images et s'occuper de ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à gérer. C'est pas que c'est accessoire, parce que c'est important d'avoir un retour pour partager, parce que c'est ce qui est aussi important dans ce projet-là. Mais oui, je pense qu'on va essayer. D'autres questions? Non, personne par là. Réfléchissez bien. Non, les filles? Oui, si, bien sûr. Laurence? Est-ce qu'on sait comment le sel est venu? Alors, j'ai lu à un moment donné l'histoire, mais je ne sais plus exactement. Tu te rappelles, toi, Pascal, tu as vu quelque chose là-dessus? J'ai vu quelque chose dessus. Donc c'est très ancien. Hein. Ah oui, c'est très ancien. Ouais. Il n'y a pas eu un soulèvement, justement. Et je crois qu'il y a... Ouais, c'est volcanique, donc je crois qu'en fait, là-bas, il y a le salar d'Uyuni, mais il y a aussi le salar de Koipassa, et en fait, tout cet ensemble est pris dans un ancien volcan, qui était un des volcans, d'ailleurs, je crois, peut-être même les plus importants au monde, je ne sais plus quelle taille il fait, mais il y a une histoire autour de tout ça, donc je ne pourrais pas dire exactement, mais... Comme on aura l'occasion d'en reparler, on y reviendra. Alors, oui, Laurence. Est-ce qu'il y a plusieurs déserts de sel, du coup? Alors, plusieurs déserts de sel. En Bolivie ou dans le monde? En Bolivie, en tout cas, il y a le Koipassa qui est vraiment juste à côté. D'ailleurs, Louis-Philippe Long, quand il a fait les deux salars dans la foulée. Hein, il a fait 250 km. Après, il y en a d'autres, oui, dans le monde. Il y en a, je crois qu'il y a ce qu'on appelle... Alors, ça ne porte pas le nom de salar, parce que salar, c'est plutôt réservé aux hispaniques.
Mais après, en Algérie, je crois, ou au Maroc, en Tunisie, je crois qu'il y a ce qu'ils appellent les shots. Il me semble que c'est du sel, je crois. Après, je sais qu'il y en a en Chine aussi. Oui, il y a différents endroits, quoi. D'autres questions? J'aimerais bien qu'on revienne peut-être maintenant sur la condition physique qui est nécessaire et cette préparation, avant de venir peut-être encore dans le pratique pour savoir ce dont vous avez besoin aujourd'hui, hein. Mais la préparation physique, elle se résume à quoi précisément? Alors aujourd'hui, la condition physique, moi je travaille beaucoup autour de la marche pour engranger des kilomètres, hein. Je suis pas à la base, j'étais pas marcheur, ça fait à peu près 2 ans que j'ai ce projet et donc que je me suis mis à la marche. J'étais plutôt cycliste au départ, donc il a fallu que j'apprenne entre guillemets à marcher, parce que même si on marche tous les jours, les longues distances, il faut pouvoir les enchaîner. Donc j'ai fait quelques 20-25 kilomètres assez régulièrement. Toutes les semaines en fait je marche, hein. Donc c'est une partie de l'entraînement et puis après il va y avoir là une phase dans laquelle on va rentrer où il va falloir que je travaille le portage, parce qu'effectivement tu posais la question du poids tout à l'heure, faut pas éluder ce problème là, donc ça va être l'autre partie de la condition physique. On l'a peut-être évoqué, ça m'est sorti de l'esprit, le nombre de kilomètres effectués par jour? Une vingtaine à peu près, une vingtaine de kilomètres. Alors après, c'est vrai que moi aujourd'hui, depuis 2 ans, je me suis beaucoup entraîné parce que j'aime bien, entre guillemets, me surpasser au niveau physique. J'ai fait pas mal encore une fois, j'ai fait pas mal de vélo, pas mal de marche. Et donc là, je m'entraînais plutôt en marche athlétique. Donc je fais des 20 kilomètres en à peu près en un peu moins de 3 heures. Là-bas, ça ne va pas du tout être la même donne puisqu'on sera à 4000 mètres déjà. Et puis avec le portage, la vitesse va être beaucoup plus réduite. Donc c'est plus une allure de rando que de l'ordre de ce que je fais aujourd'hui. Vous imaginez à peu près le temps de sommeil que vous allez prendre chaque nuit et de savoir à quel moment on se lève, à quel moment on part Là-dessus, pour l'instant, je sais pas ça. Je suis très précis, hein, je pose des questions. Non, parce que c'est très intéressant, mais c'est important peut-être de savoir si vous vous réveillez, si vous êtes en capacité de savoir si vous allez encore dormir ou si vous décidez de partir, parce qu'il faut que tout ça soit bien coordonné quand même. Exactement. Non, j'en suis pas encore tout à fait là, mais effectivement, c'est des choses qu'il va falloir penser et qu'il va falloir programmer. Je ne sais pas, en ordre de marche, je pense qu'on va marcher une dizaine d'heures. Après, le sommeil, je sais pas encore. J'ai trop d'inconnus par rapport aux conditions climatiques, comment ça va se passer. Là-dessus, j'ai moins de connaissances en tout cas. Les conditions climatiques, justement, à l'époque, c'est correct pour la traversée du Salar? Alors voilà. Ouais, ça c'est une partie importante. En fait, il n'y a pas une fenêtre de tir très importante puisque le Salar, en fait, la plupart du temps est un lac, c'est-à-dire qu'il y a une couche d'eau, pas très importante, hein, c'est vraiment une couche, c'est une 15-20 cm à peu près, hein. Donc il y a là-bas la saison des pluies qui correspond à notre hiver chez nous. Pour eux, c'est l'été. Et donc cette phase-là, effectivement, à pied, c'est quasi impossible, quoi. Ou alors, il faudrait vraiment y aller. Je sais pas, là, au mois de mai, il restait de l'eau. On va demander à Lucille, justement, à l'époque où elle est allée. Non, nous, il n'y avait pas d'eau, hein. Quand on y était, c'était vraiment très sec. Et moi, j'avais une petite question aussi par rapport justement à... Nous, quand on y était, on nous avait conseillé, hein, mais on ne pouvait vraiment pas ouvrir les yeux sans lunettes de soleil. C'était vraiment, on était absolument éblouis et vraiment, on ne pouvait pas ouvrir les yeux sans lunettes de soleil. Donc, on nous avait vraiment prévenu avant de prendre des lunettes. Et du coup, je ne sais pas si vous avez eu des retours, vous, par rapport à ça. Et comment est-ce que vous, par rapport à votre spécificité, vous allez... on vous en a déjà parlé, je suppose. C'est une très bonne remarque, hein, justement. Hein, oui. Ah oui. Donc juste pour finir, la période en fait où on peut y aller, effectivement, c'est à partir du mois de mai-juin où ça commence à être sec, et juillet-août jusqu'à septembre-octobre, là, après c'est plus accessible. Après, pour la question des lunettes, effectivement, c'est une chose importante parce que même si j'y vois plus grand-chose, j'y vois encore un petit peu, et donc forcément, j'ai pas envie de perdre le peu de vue qui me reste aujourd'hui, surtout qu'on sait que le soleil sur la rétine, c'est... vraiment l'ennemi numéro 1.
Donc en fait, il va falloir avoir un équipement de grande qualité pour protéger les yeux. Donc ce qu'on appelle des lunettes glaciers qui vont vraiment protéger sur le côté, pas des simples lunettes solaires comme on peut avoir ici, hein, mais vraiment qui cachent sur le côté de l'œil. Et puis des indices, ce qu'on appelle l'indice 4, qui est vraiment le niveau de protection maximal au niveau des lunettes. Donc par exemple, en France, on ne peut pas utiliser ça pour conduire, c'est interdit. Donc c'est des lunettes vraiment très 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 foncées. Ça, c'est donc il y a eu un avis médical, bien sûr, avant, pour vous donner le feu vert, je suppose. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, dans toute la phase de recherche, encore une fois, la partie médicale a été importante et j'ai consulté mon ophtalmologiste pour avoir son avis sur la question. Donc, non seulement au niveau de la réverbération, mais au niveau aussi de ce milieu qui est assez sec, chargé en sel, où donc on peut avoir une irritation de la cornée. Donc il faut élucider tous ces problèmes-là, encore une fois, et avoir ce qu'il faut si on ressent le moindre problème, quoi. Donc effectivement, ça a été un échange avec l'ophtalmo. Ouais. Un mot peut-être sur le médecin qui vous accompagnera, qui vous suivra, qui sera dans le PC et prêt à intervenir Oui, alors en fait, je recherchais un médecin, ça n'a pas été forcément facile. Là, il y a quelques semaines, j'ai trouvé quelqu'un. Alors, par la magie de Facebook, en fait, assez particulier, en passant un message sur un groupe, et puis en fait aussi en croisant avec des personnes que je connaissais. Et en fait, là, cette personne-là, en ce moment, est sur le rallye Trophée Rose des Sables, en fait. Là, elle part aujourd'hui, je crois d'ailleurs. Et donc à son retour, on ne se connaît pas, on s'est jamais vu. On a des amis communs, en fait, qu'on a découvert comme par hasard. Et donc cette personne est médecin généraliste. Elle a encadré déjà des épreuves sportives pour assurer la sécurité. Et puis dernièrement, comme je vous disais, elle fait le Trophée Rose des Sables qu'elle fait cette année, mais qu'elle avait fait aussi il y a 2 ans. Donc, c'est une personne qui a connaissance des milieux un peu particuliers comme Oui, une question. Lors de treks comme ça, de randonnée, on rencontre du monde du coup qui sont aussi peut-être dans le même objectif que vous, faire la traversée seule. Est-ce que du coup, je sais pas, est-ce que si un jour vous croisez une personne comme ça, vous allez rester ensemble ou vous préférez vraiment rester tout seul pendant toute la traversée ? Alors sur la traversée, c'est vrai que l'objectif là, c'est d'être seul et de démontrer en fait les possibles des outils de compensation. En fait, c'est de se dire aujourd'hui, pour rebondir sur les questions de tout à l'heure, sur comment on peut faire quand on voit mal, c'est de se dire qu'aujourd'hui il y a des possibles et que si on est équipé, si on a bien réfléchi aux choses, si on a appris à s'en servir, en fait, on peut réaliser un certain nombre d'actions. Donc l'idée, c'est ça. Après, pourquoi pas, si je rencontre quelqu'un et qu'elle veut faire un bout de chemin avec moi, il n'y a pas de souci, mais c'est pas, en tout cas, qui n'est pas l'idée d'à un moment donné, il était en difficulté et il se fait aider. Enfin, ça peut, hein, mais c'est pas l'idée de base. Après, ça reste du possible, encore une fois. Oui, d'autres, Lucille. Donc vous allez être seul pendant 7 jours, en fait. Ça va être très, très spirituel, très comme un peu Saint-Jacques de Compostelle en marche. Non, oui, ça fait version Bolivie, mais vous allez avoir le temps de penser, de tout ça. Enfin, ça va être fort, je pense, comme expérience. Ouais, effectivement, ouais, je pense. C'est vrai que l'idée première que j'avais, c'était pas forcément. Tout le monde m'a dit, ah ouais, c'est le dépassement de soi et tout ça. Et en fait, moi, c'est plus ça. C'est plus me dire, effectivement, se retrouver seul, être dans un moment pas de méditation non plus, mais où on peut effectivement réfléchir tranquille, pas être dans un milieu. Alors, entre guillemets, un milieu hostile comme on peut avoir ici. C'est-à-dire que moi, quand je suis en ville avec ma canne, c'est un milieu hostile déjà. Hein. Il y a des obstacles de partout, il y a des voitures de partout, il y a des bruits de partout, il y a des gens qui marchent dessus. Enfin bon, bref. Là-bas, c'est un espace totalement ouvert, totalement plat, qui peut paraître effectivement peut-être un peu effrayant pour un certain nombre de personnes. Pour moi, de prime abord, comme ça me rassure plutôt. Donc oui, c'est effectivement ce que je recherche. Sortir un petit peu, comme dirait l'aventurier Mike Horn, de sa zone de confort, déjà d'une,
et puis être dans la réflexion, ouais. Oui, pour prolonger la réflexion de Lucille, là, du coup, vous allez, si vous n'avez pas besoin d'intervention extérieure, vous ne rentrerez pendant ces 7 jours en aucun contact avec les personnes qui vous surveillent, entre guillemets, de loin? Alors c'est pas l'objectif. Après, si je me refuse pas à les appeler, c'est-à-dire que effectivement, en tout cas, pour faire un retour sur ma journée, me dire tiens aujourd'hui j'ai une petite douleur au pied, est-ce qu'il faut pas j'utilise telle ou telle chose, ou alors j'ai l'œil qui me gratte un peu, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose, ou voilà, au niveau respiratoire, je me sens pas super. Après, même si tout va bien, je pense que je les appellerai au moins, dire voilà, la journée s'est bien passée. Puis aussi pour partager. Aussi pour partager, parce que l'idée aussi c'est de partager l'aventure. Il y a un Facebook aujourd'hui, donc vous pouvez déjà aller voir toute la partie de préparation. Je mets des choses assez régulièrement. Mais donc on va aussi agrémenter, c'est-à-dire que j'essayerai de faire un petit récit de ma journée au moins, donc ça sera la personne privilégiée, forcément ça sera le médecin qui m'accompagne, avec qui je prendrai contact. On fera un petit retour autour de ça, puis elle agrémentera le site internet et le Facebook. Et puis je pense que j'appellerai peut-être aussi mes proches, peut-être pas toutes les 5 minutes, mais au moins quelques fois. On a presque fini cette émission, presque 45 minutes. Une question, peut-être encore, j'en ai une ou deux encore à poser. C'était pas une question, c'était plus une belle leçon de vie, je trouve, cette expérience-là, et même à dire aux jeunes qui sont ici, c'est pas parce qu'on a des difficultés du coup qu'on ne peut pas réussir à faire les choses, et je trouve que c'est une belle morale qu'on a aujourd'hui. Je crois qu'on le partage tous, c'est très bien que tu le dises, parce que je pense que c'est une immense valeur ce que vous allez faire. On est d'ailleurs très contents. J'ajoute que là, on a un premier rendez-vous, mais je pense qu'il y aura ici au CHU au retour. Bon, ça nous amènera peut-être après l'été 2018, c'est de se retrouver pour faire un point de ce voyage. Mais nous, sur Alternante, on va suivre Alban dans toute la préparation, parce que là, il n'est pas parti. Il y a encore des difficultés pour obtenir un certain nombre de choses. Donc, on va le suivre. On fera certainement une émission en studio d'ici quelques mois pour voir l'avancée du projet. Pour terminer, je voudrais que Pascal nous dise un mot, parce que c'est son association qui soutient aussi Alban, et ce dont il a besoin aujourd'hui pour mener à bien ce projet. Pascal. Donc Alban va partir donc, avec le soutien de l'association À Perte de Vue. Nous avons besoin actuellement d'avoir un relais pour les partenaires, d'avoir un partenariat. Nous avons besoin aussi je ne vais pas dire de dons, mais d'aide financière, parce qu'il a un énorme budget, ça a un énorme coût, et on a une certaine avance, mais il va nous falloir un soutien aussi financier et pourquoi pas un soutien participatif du genre KissKissBank ou ce genre-là. On va essayer de mettre en place ça de façon à pallier vraiment à tout ce dont il va avoir besoin. Le matériel ne lui est pas donné, le matériel dont il a besoin spécifique, donc il va falloir absolument des partenaires financiers, des partenaires aussi journalistes, des relais. On a énormément besoin de ça pour que tout aille bien et qu'il nous fasse énormément plaisir et qu'il réalise son rêve. On va faire le maximum pour que je suis persuadé que ça va se réaliser, ce projet. Donc, on relaiera cette émission, sera diffusée donc, sur Alternante à plusieurs fois et sera aussi disponible en podcast. Il y aura tous les liens de votre association, la page Facebook, et de façon à voir ce qui va se faire et puis tous les moyens pour aider ce projet. Donc, juste un mot, on va se dire à bientôt, Alban, mais juste un petit mot pour la fin. Moi déjà je vous remercie tous d'être venus, et puis je trouve que cet échange a été assez sympathique en tout cas. L'objectif encore une fois c'est de partager l'aventure, donc je suis preneur de tout ce genre de choses, donc j'espère vous revoir. Alors peut-être pas, j'espère que vous serez en meilleure santé, mais qu'on pourra peut-être en rediscuter à un autre moment, peut-être en dehors de l'hôpital d'ailleurs. Oui, puis via les ondes, si on relaye l'information, on espère que chez vous, vous pourrez aussi revoir et savoir ce qu'est devenu Alban, justement. Ouais.
Après, vous pouvez en attendant suivre le Facebook qui sera sur le site d'Alternante. Et puis après, n'hésitez pas à mettre des petits messages. On pourra échanger. Oui. Ouais. Alors, le Facebook, c'est Projet Uyuni. Attaché PROJET UYUNI. Très facile à trouver d'ailleurs sur Internet. On vous remercie tous les deux d'être venus aujourd'hui ici à l'hôpital et merci pour vos questions, les jeunes. Et puis, alors je ne souhaite pas vous revoir après l'été, que vous soyez chez vous, mais bon, si vous avez l'occasion d'aller sur Internet ou d'aller sur le site d'Alternante, vous aurez des nouvelles de l'avancée de ce projet. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Zut, c'est fini, Zygospi. Zygospi, c'est l'émission des enfants de l'hôpital de Nantes. Zygospi.